Bonjour, bonsoir, good morning, good afternoon, de partout vous nous suivez. Merci encore, ça c'est le RTF du moment. Nous sommes là encore une fois de plus et nous avons un invité spécial. J'ai eu, je reçu beaucoup de questions, les gens me demandaient c'est qui maintenant le président de la communauté congolaise, et comment ça s'est passé, voilà. Et aujourd'hui j'ai une réponse pour vous et je suis ici dans le plateau avec le nouveau président élu de la communauté congolaise. Avant de le présenter et de lui donner la parole, comme toujours dans notre émission, nous félicitons ceux qui se sont mariés dernièrement. Nous avons le couple Batila. Pamphile et Johanna se sont dit oui officiellement le 11 septembre passé. Donc, nos félicitations. Et je m'en vais aussi féliciter mon nouveau couturier, la personne qui m'habille maintenant, Salamo Afrowear. So, il y aura ses contacts là-bas. Si vous voulez l'appeler, soyez le bienvenu. Et sans plus tarder, je vais introduire notre invité de ce soir, le nouveau président élu de la communauté congolaise de Washington, le docteur Victorien Zambé Boshi. Président, docteur Victorien, bonsoir, comment vous allez? Je vais très bien, Papa Léo. Merci beaucoup. Voilà. Beaucoup de gens ne vous connaissent pas. Ils ont entendu de docteur Victorien, le candidat, l'ancien vice-président. Mais dites-nous un peu qui vous êtes, vous venez d'où, quelle est cette passion pour la communauté congolaise? Merci. Et je suis docteur Victorien, originairement de la République démocratique du Congo. Et je vis aux États-Unis depuis 2007, donc ça fait presque 14 ans. C'est ma 14e année ici, dans la région de Seattle. Je suis marié à une femme et père de 4 enfants, dont 2 jumeaux. Et la passion pour la communauté, c'est toujours le désir de voir le Congo ou les enfants du Congo avancer, faire la différence dans le bon sens. C'est peut-être aussi la continuité de ce qu'on a toujours été depuis que nous avons été au petit séminaire d'humanité, à l'université. Nous avons participé préparativement à des organisations communautaires pareilles, toujours dans le souci de l'amélioration des conditions locales où on est en train de vivre. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Maintenant, vous connaissez un peu qui est docteur Victorien. Mais moi, j'ai toujours eu cette petite question. Pourquoi on vous appelle docteur? On m'appelle docteur parce que j'ai pris le temps qu'il a fallu pour compléter le cursus doctoral. On m'appelle docteur parce que je suis docteur en médecine. Et ma spécialité, c'est l'anesthésie et la réanimation. Voilà pourquoi on m'appelle docteur. Ok. Donc, maintenant, on sait aussi pourquoi on vous appelle docteur Victorien. Merci. Voilà. So, vous avez gagné le prochain, les élections passées de la communauté congolaise. C'était un peu des élections un peu pas faciles, mais on dit que toute autorité vient de Dieu. Nous reconnaissons votre présidence maintenant à la tête de la communauté. Comment vous sentez-vous? Euh, je me sens chez moi, au sein de ma communauté, mais je sens en moi le poids, le gros sens de responsabilité qui me revient maintenant de réorganiser cette communauté, de lui donner une bonne direction, de mettre en place au point des projets et des actions qui sont vraiment entendus par la communauté, de pouvoir, n'est-ce pas, être la voix du peuple congolais ici et de pouvoir leur donner cette reconnaissance. Et tout ça, c'est vraiment une grande responsabilité. Et je sais que partout, il y a des gens, il ne manque pas de problèmes. Dans ma communauté, il y en a aussi beaucoup. Et parce qu'il y a des problèmes, je sais déjà que, n'est-ce pas, ces problèmes vont nous impliquer. Ça va demander du temps, ça va demander de la patience, de la sagesse, beaucoup d'abnégation. Et c'est beaucoup de choses que je ne peux faire seul et que je ne peux même prétendre de faire seul. Je veux vraiment remercier tous ceux qui sont impliqués avec moi pour le grand travail qui m'est confié. Moi, je ne représente que cette masse de gens déterminés à avoir un changement radical dans cette communauté. So, maintenant, dites-nous, quelles sont vos priorités? Parce que le mandat, c'est pour 2 ans. Et chaque président a des priorités. Voilà, on ne peut pas
On doit choisir ses batailles, on ne peut pas tout gagner. Mais quelles seront vos priorités? Très bonne question. Euh, L'une de mes priorités, ça sera d'abord euh, euh, de mettre en place une structure communautaire solide qui pourra rester et résister pendant des années. C'est-à-dire faire en sorte que l'organisation communautaire soit un pouvoir complètement décentralisé, mais aussi représentatif. Donc c'est un pouvoir qui représente la base et au sein duquel vous avez des représentants de chaque coin et une collaboration franche et aussi une organisation qui incorpore ou prend bénéfice des avancées technologiques actuelles. Mais aussi, à part la mise en place de cette structure, être en mesure déjà de implémenter ou mettre en action certains des projets de base communautaires qui puissent déjà être en mesure de commencer à pourvoir certains services aux membres de la communauté. Et à la fin de ma mission, je voudrais vraiment que le sentiment d'appartenance à la communauté devienne un sentiment présent chez tout Congolais vivant ici. Parce qu'il y a eu un moment où les gens ne voulaient même plus s'identifier à la communauté parce qu'ils se disent, bon, quand vous parlez communauté, non, moi je ne fais pas partie de cette communauté, moi, etc. Mais je vais inverser la donne. Arriver à un moment où les gens commencent à se réclamer de la communauté. Ils veulent s'identifier par rapport à la communauté pour qu'on leur donne une certaine considération, pour qu'on leur donne accès quelque part, qu'on leur donne de la valeur. Donc c'est un grand travail, mais je sais qu'avec Dieu, nous y parviendrons. Voilà, voilà. Je reviendrai sur ça parce qu'il y a beaucoup de questions sur ça. Mais avant cela, je vais d'abord poser cette question de base sur la forme qui est congolais. Parce que j'ai reçu beaucoup de candidats. Personne ne m'a réellement donné un exemple ferme de qui est congolais. Ok. Moi, ça m'étonne que la notion de qui est congolais soit un problème ou ne trouve pas facilement de réponse. Parce qu'on nous dit qui est américain, qui est français, qui est rwandais, burundais, qui est ougandais, qui est malaisien. Et congolais, d'abord si nous rentrons, parce que vous le savez, la communauté ne représente que le pays ici, un peu mimique le pays ici. Et congolais, d'abord, tout celui qui tire ses origines, n'est-ce pas, du Congo, dans l'une des populations congolaises établies, telle que la constitution congolaise le dit. Mais aussi, là c'est congolais d'origine. Mais aussi, est congolais, tout celui qui n'était pas congolais originellement, mais a légalement et officiellement pris la nationalité congolaise par des voies appropriées, celui-là aussi est congolais. Maintenant, qui vous considérez congolais dans votre communauté ici à Washington? Ce sont des gens qui sont d'origine, les gens qui ont, les Américains ici ont confirmé qu'ils sont, parce que le fond c'est que nous avons des gens qui sont réfugiés, qui sont venus ici comme réfugiés. Nous sommes des gens, il y a des gens qui sont venus avec le visa, qui viennent directement du Congo. Il y a des gens qui sont nés dehors parce qu'ils étaient réfugiés pendant tous ces temps-là. Et il y a des autres qui ne sont pas d'originaire Congo, mais quand ils sont venus ici, les Américains nous ont donné les papiers comme des Congolais. Maintenant, chez vous, qui est Congolais? Merci bien. Comme je l'ai dit, est congolais d'abord tout celui qui est d'origine congolaise. Soit il est venu du Congo, ou alors il est né des parents ici qui ont l'origine congolaise. Deux parents ou un parent? De l'un ou l'autre. Parce que ce n'est pas exclusif. L'exclusivité, c'est pour peut-être remplir certaines fonctions régaliennes. Et c'est les sujets d'ailleurs encore en train de discuter. Mais je pense que pour des raisons stratégiques, bon, je ne veux pas entrer dans ce débat. Mais je pense que les uns et les autres ont raison quelque part dans la situation qui est la nôtre présentement pour une certaine sécurité. Et nous ne sommes pas les seuls. Dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas assumer certaines fonctions si vous n'êtes pas d'origine ou vous n'avez pas une nationalité vérifiable de ce pays. Évidemment, nous ne sommes pas là. Nous sommes à la communauté. À la communauté qui est congolaise, c'est d'abord tout celui qui vient du Congo. Nous venons du Congo, comment nous amenons avec le document du Congo? Nous venons avec le document qui nous identifie, passeport, etc. Voilà, nous sommes congolais, nous nous établissons. Bon, parmi ceux-là,
il y en a qu'on peut facilement retrouver. On le connaissait bien avant et on le connaît ici, il y en a qu'on ne connaît pas. Mais aussi, ceux qui sont nés ici, nos enfants, n'est-ce pas, à qui nous donnons vie ici, ce sont des Congolais. Ils sont des Congolais d'origine. Et cette originalité, on ne peut pas la leur arracher. Donc, ils sont des Congolais. Une autre question, il y a ceux, ça répond déjà à la question de même les enfants qui sont nés dans des camps de réfugiés, mais s'ils sont nés des parents, d'un ou deux parents congolais, ils sont congolais, ils viennent comme congolais. Mais nous savons, nous sommes de la diaspora, nous connaissons la réalité. Il y a des gens qui viennent pour certaines raisons ou pour avoir la facilité de documents avec une nationalité qui n'est pas la leur. L'exemple, nous avons beaucoup de Congolais qui sont venus parce qu'ils sont venus par l'Angola, ils sont venus avec des passeports angolais. Mais ces gens, quand ils viennent ici, même si les documents qui les ont fait entrer sur le pays angolais, mais ils se reconnaissent des Congolais parce qu'ils sont des Congolais d'origine. C'est une situation qui peut s'arranger. Ils participent aux activités de la communauté congolaise parce qu'eux, ils s'identifient comme des Congolais, ils peuvent le prouver. Mais maintenant, l'inverse maintenant pose problème. Parce que nous avons deux personnes qui ne sont pas des nationalités congolaises, qui n'ont rien à voir avec le Congo. Et pour qui le Congo n'était que, n'est-ce pas, le pont qu'ils devaient utiliser pour franchir, arriver aux États-Unis. À partir des camps des réfugiés, quand on dit par exemple, on a besoin de 1000 réfugiés congolais pour aller aux États-Unis, etc. Alors, il y a des manigances qui font, au lieu des Congolais, on prend les non-Congolais. On prend les Rwandais, on prend les Burundais, on prend les Ougandais. Maintenant, ils viennent ici. D'ailleurs, ils viennent, ces gens, quand ils viennent, moi je connais ce processus, ils n'ont pas besoin de passeport. Ils n'ont que besoin de faire une déclaration. Bon, on a besoin de Congolais, moi je suis Congolais. Et puis, il y a quelqu'un qui se met là, il va datylographier certains papiers pour eux et on déclare qu'ils sont Congolais, ils viennent comme ça, comme Congolais. Mais quand ils viennent ici, ces gens, en eux, ils savent qu'ils ne sont pas Congolais. Et ils ne se reconnaissent jamais Congolais. Mais ils sont collés à cela parce que seulement les papiers qui les ont fait entrer disent qu'ils sont Congolais. Voilà pourquoi, conscients de leur situation, ces gens n'approchent même pas la communauté, ils ne viennent pas, ils ne participent pas aux activités de la communauté parce qu'ils savent eux-mêmes, en eux-mêmes, qu'ils ne sont pas des Congolais. Vous n'allez pas les forcer. Et ils s'identifient à leur communauté d'origine. Vous allez les trouver au sein des communautés rwandaises, au sein des communautés ougandaises, au sein des communautés angolaises. Non, ces gens-là, ils ne sont pas des Congolais. Même si les papiers disent qu'ils sont des Congolais, s'ils veulent, ils viennent se joindre dans la communauté, ils viennent le prouver. Parce qu'il y a une différence entre ce que vous dites et ce que vous déclarez, n'est-ce pas? Si vous êtes vrai Congolais, je pense que vous allez vous rappeler, c'est que le monsieur, malheureusement, paix à son âme, Ngunza Karlibon a déclaré au cours d'un meeting. Mobutu était présent. C'était lorsque Mobutu a fait sortir les billets de Mukumbusu de 50 000 Zaïre à l'époque. Voilà. Ngunza Karlibon présente les billets, il dit, Mobutu était derrière. Voici ce que Ngunza dit. Mboko ezaki nango bien. Mais batu babomi yango, bango yo bazaka awa na sima na ngai. Et après il dit mbongo yo bolia yango. Il présente les billets, il dit comme ça. Bolia mbongo yo, bolia yango. Alors, les résultats, les gens ont compris le langage. Il voulait dire le contraire de ce qu'il a dit. J'ai fait allusion à ça pour évoquer la situation ambiguë, nébuleuse de ces gens qui viennent et qui utilisent la nationalité congolaise ou le Congo seulement parce qu'ils savent que le Congo est en situation de déséquilibre depuis plus de 2 décennies et que si vous déclarez congolais, vous allez trouver la faveur des institutions internationales comme les CICR, etc., les HCR, parce qu'on va vous considérer comme réfugié et rapidement vous avez des papiers. Et ils ne peuvent pas déclarer leur propre nationalité parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas qualifiés, il y a un peu la paix chez eux, un peu de choses comme ça. Ce n'est pas honnête, ce sont des voies que nous n'encourageons pas. Mais à ces gens-là, parce qu'ils ont des papiers qui disent qu'ils sont congolais. S'ils sont pas congolais, moi je les défie. La communauté ici, la première chose quand vous venez, vous cherchez votre communauté. Mais quand vous ne cherchez pas votre communauté, vous cherchez la communauté d'un autre pays, en fait, vous êtes en train de nous montrer la réalité de qui vous êtes. Voilà. L'autre question, c'est aussi question de la culture. Nous avons 9 pays voisins et dans tous ces 9 pays voisins, nous avons les gens qui ont double nationalité. Et certains d'eux, quand ils viennent ici, ils ont déjà peur parce que je parle ces langages, je parle Kinyarwanda, je parle ceci. Et ces gens-là vont déjà me dire que je ne suis pas congolais. On le voit déjà avec nos frères qui parlent Swahili. Même quand ils sont congolais, les gens,
les gens disent déjà, oh, ils ne sont pas congolais. Et ces gens-là, souvent, ils ont peur de venir. Là, on va encore les demander s'ils sont vraiment congolais. De l'autre côté, personne ne leur demande quelque chose. Ils se sentent bien. C'est aussi appartenir. Je voudrais corriger un peu quelque chose. Vraiment, qu'on soit clair. Nos frères swahiliphones, personne d'entre eux n'est attaqué. Non. Mais seulement, il y a une grande infiltration au sein de notre communauté swahiliphone. Parce que le swahili, c'est une langue internationale. Il n'est pas parlé qu'au Congo. Il est parlé au Congo, il est parlé dans presque tous les pays de l'Est de l'Afrique, parmi lesquels vous avez nos pays agresseurs. Et ces gens, nous connaissons la politique qu'ils ont utilisée, c'était la politique d'infiltration. Et pour vous infiltrer mieux, c'est la langue qui permet. Ces gens maintenant, ils utilisent la langue pour pouvoir infiltrer nos communautés swahiliphones. Parce que si vous avez la confusion ici, arrivez sur place, à l'Est, là vous allez trouver qu'il n'y a pas de confusion. Les populations locales autochtones savent et peuvent facilement identifier qui est congolais et qui n'est pas congolais. Donc, nos frères swahiliphones ne sont pas attaqués. Mais au sein de nos frères swahiliphones, il y a des gens qui utilisent les véhicules linguistiques swahilophones pour infiltrer la communauté, pour nuire aux Congolais. Et alors, s'il est de notre devoir de pouvoir, n'est-ce pas, isoler, identifier ces gens s'ils sont parmi eux. Mais nos vrais frères congolais swahiliphones, personne d'entre eux. Moi, d'ailleurs, moi je vous dis, j'ai même logé dans ma propre maison beaucoup de nos frères swahiliphones. Donc, il n'y a aucun problème pour eux. Alors, par rapport aux gens qui ont la double nationalité, ok? Quand vous avez la double nationalité, il y a toujours une nationalité qui est primaire. Vous devez déterminer laquelle est primaire. Parce que c'est à vous. Si vous pensez que vous pouvez entretenir vos deux nationalités, ok, montrez-vous actifs dans les deux communautés. Parce qu'il ne suffit pas de dire que vous êtes congolais et que vous êtes membre actif de la communauté congolaise. Non. Chaque communauté, chaque organisation a des statuts, a des lois, a des règlements que vous devez aussi suivre pour que vous puissiez répondre aux critères de membership, active membership. Voilà. So, pour tous qui nous suivent, je suis ici avec le docteur Victorien Zambi Boshi, qui est le nouveau président de la communauté congolaise. Et nous continuons toujours à lui poser ces questions. Vous êtes le président de tous les Congolais à Washington State. Mais quand on regarde la façon dont la communauté est représentée, nous sentons que certaines communautés sont délaissées. Je parle des communautés lointaines, comme Spokane, comme le site de Washington, Yakima, Richmond, Kennewick. D'abord, avant même d'aller là-bas, il y a combien de Congolais à Washington? Ok, merci pour les questions, très intéressantes. Nous ne pouvons pas encore donner le nombre exact de Congolais qui sont à Washington parce que c'est un travail, c'est un processus, un travail en cours. Nous pouvons estimer le nombre de Congolais qui sont à l'État de Washington autour de 3 000 à 5 000 Congolais. C'est la 3e semaine depuis que les élections ont eu lieu. Et vous comprenez que le travail de construire les communautés, c'est un travail en processus, c'est un travail en cours. C'est un process. Ce processus prend du temps. Ça dépend du moment auquel vous nous avez trouvé, de quelle étape, n'est-ce pas, il s'agit. Par exemple, quand vous parlez des frères qui sont à Spokane, bon, vous avez assumé qu'ils sont délaissés. Moi, je vous informe que nous sommes déjà en contact avec nos communautés qui sont à Pullman, à Spokane. J'ai salué d'ailleurs mon frère Mokhtar Babituré de Spokane qui me suit. Il est l'un de nos représentants à Spokane. Là, ça vous surprend déjà. J'ai déjà des communautés congolaises que je connais avec qui nous sommes en contact à Vancouver, Washington. Ces communautés, habituellement, ils s'associent avec la communauté sœur de Portland parce que c'est juste en face d'eux. C'est à 15 minutes, 20 minutes de voiture par rapport à 3 heures de chez nous. Vous comprenez? Parce que le problème, c'est les Congolais, pour nous, le problème, c'est seulement se retrouver ensemble et pouvoir mener certaines activités. Mais nous sommes en train de faire un effort pour que nous puissions pouvoir activement inclure ces gens. Et ceux qui sont par exemple à Yakima, Walla Walla, etc., il y a un processus qui nous permettra d'abord de les identifier,
de les incorporer et de pouvoir les inclure dans les activités quand c'est possible. Parce que n'oubliez pas, d'ici jusqu'à Walla Walla Wiyakima, c'est plus de 3 heures, 4 heures de voiture. Alors, c'est pas facile, vous n'allez pas inviter quelqu'un tout le temps. Et aussi, nous allons commencer à profiter des avancées technologiques pour les inclure, par exemple, dans des remote meetings avec nous, etc. Et puis, s'il y a des activités pour lesquelles, n'est-ce pas, ils doivent faire preuve de leur présence physique, nous allons leur donner une invitation bien avant pour qu'ils aient le temps de se préparer. Donc ce travail est en train de se faire. Et d'ailleurs, très bientôt, vous allez voir comment notre équipe est organisée avec une décentralisation très active qui permet à ce que chaque coin se retrouve avec un représentant qui puisse être le point ou le trait d'union entre le comité exécutif et sa base. Bon, je vais rappeler à tous qui nous suivent que vous étiez le vice-président du gouvernement passé. Merci. Vous n'êtes pas nouveau à cette communauté. So, vous dites que c'est 3 semaines que vous êtes là, mais ce n'est pas vraiment 3 semaines que vous êtes là. Vous êtes plus que 3 semaines que vous êtes là, parce que vous étiez le numéro 2 du gouvernement passé. Ça qui veut dire qu'il y a déjà des travaux qui devaient être faits. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un travail. Je parle de 3 semaines que je suis là comme président, avec la décision, n'est-ce pas? Parce que c'est le président qui donne sa vision et sa décision. Parce que quand je suis là, vous n'êtes pas en train d'interviewer mon vice-président. Mon vice-président est dedans. Mais le vice-président, il sert principalement de conseiller. Mais il n'a pas de pouvoir du tout. Il a un pouvoir secondaire. C'est-à-dire, il a un pouvoir de vice. Il n'a pas un pouvoir de titulaire. Vous comprenez? Il a un pouvoir secondaire de vice, ou alors il a un pouvoir intérimaire lorsque des circonstances définies par les statuts le permettent et empêchent que le président exerce le pouvoir primaire. Voilà. Donc, il y a un travail qui a été fait. Chaque exécutif a fait son travail. Même avant les gouvernements passés, il y avait d'autres gouvernements qui ont aussi fait leur travail. Donc, chaque gouvernement passé a des choses accomplies et des choses qui n'ont pas accomplies sur leur carnet d'adresse. Donc, il y a un travail qui a été fait, beaucoup d'ailleurs, avec le gouvernement passé. Et nous allons, ce qui a été fait et accompli, nous allons continuer, consolider ça et ajouter sur cela ce que nous avons sur notre carnet de déshydratat ou carnet de choses à accomplir. Voilà. J'avais promis que je vais revenir sur ce que vous avez dit, la représentation, la décentralisation. Nous avons l'impression que la façon dont la communauté a été dirigée, c'est une façon centralisée. Et moi, en tant que jeune, en parlant avec d'autres jeunes, ils sont en train de repousser cette communauté parce qu'ils se disent qu'il y a un nombre de vieux et ils ont désigné ce vieux-là, ils ont dit la communauté de sages, le conseil de sages, qui ont pris la communauté en otage et qui sont en train de prendre des décisions sans pourtant considérer l'intérêt de tout le monde. Ils sont là que seulement pour leur intérêt. Et d'autres sont partis jusqu'à pousser très loin que vous êtes leurs associés dans ces gouvernements et ils ont peur que rien ne va changer parce que c'est vos amis et vos amis ont fait tout pour vous placer là pour que rien ne puisse changer. Ça fait rire. C'est intéressant que souvent nous donnions beaucoup plus de valeur aux on-dit, n'est-ce pas? Parce que si je commence à vous demander qui a dit, etc., bon, je ne sais pas là dans quelle maison ou à quelle adresse on va retrouver le on. Mais bon, parlons de choses concrètes. Moi, je vais conseiller à ces jeunes gens, à ces jeunes dames, de pouvoir devenir plus objectifs. Vous ne pouvez pas repousser quelque chose que vous ne maîtrisez même pas. Moi, je vous encourage, parce que vous êtes des jeunes intellectuels, prenez le temps de lire d'abord les statuts de la communauté. Comprenez comment la communauté est organisée. Et alors, en ce moment-là, trouvez comment vous pouvez être impliqué pour pouvoir aider à la marche de la communauté. Moi, je fais rien. Je ne sais pas si vous, là, vous me considérez vieux ou vous me considérez jeune. Bon, moi, je dirais que vous êtes vieux, mais si vous vous considérez jeune, moi, je ne peux pas vous stopper à être jeune. Ça fait rire. Parce que lorsque nous allons en réunion avec ceux-là, le vieux, ils nous pointent toujours du doigt, vous, le jeune. OK?
Et quand nous revenons de ce côté, les jeunes vous pointent à vous, les vieux. Alors, ça fait un peu rire. Mais bon, je sais pas si le qualificatif des vieux, c'est vieux par rapport au niveau de sagesse et d'expérience, ou c'est vieux par rapport à l'âge de la personne. Là, maintenant, il faut éclaircir. Bon, anyway, dans le conseil des sages, il n'y a pas que de vieux. Les conseils des sages, il y a des critères pour être membre du conseil des sages. Je vous conseille de les lire. Ça se trouve dans le statut. Les statuts sont présents et postés sur le website de la communauté. Si quelqu'un ne peut pas les trouver, contactez-nous personnellement. Nous allons contacter notre secrétariat. Nous allons vous l'envoyer, ou vous envoyer une copie des statuts. Le conseil des sages, comme vous l'appelez, conseil de sages, c'est l'organe de conseil, c'est l'organe de support pour le comité exécutif. La gestion journalière des affaires de la communauté revient au comité exécutif, n'est-ce pas? Défini dans le statut avec les différents postes. Donc c'est vous le président? Oui, c'est le président qui a les décisions de la gestion journalière. Cependant, pour certaines décisions, il doit soit être conseillé ou consulter le conseil des sages, parce qu'il est important, quand vous avez une ressource quelque part, de l'utiliser. Donc, le conseil des sages se tient comme un organe de ressources, un organe de support. Par exemple, moi je peux décider de vous nommer, par exemple, je peux décider de vous nommer mon secrétaire. Ok? Je dis, bon, vous serez le secrétaire de la communauté. Moi, je ne connais pas peut-être très bien. Mais je vais au conseil de ça et dis, bon, voilà. Voici le proposé prochain secrétaire. Est-ce que vous pouvez m'aider un peu à vérifier si vous trouvez que ce monsieur ici pourra aider la communauté ou non? N'est-ce pas? Parmi eux, il y a peut-être certains qui vous connaissent, dans le mal ou dans le bien. Ils vont essayer de balancer. Et puis, ils vont essayer de voir les pros et les cons, les avantages et les désavantages. Et en fonction de ça, maintenant, ils vont nous faire des recommandations. Ils ne vont pas prendre la décision pour nous, mais vont faire des recommandations. Ils vont dire, docteur, nous pensons que pour la bonne marche de la communauté, ce monsieur convient ou ce monsieur ne convient pas. Bon, maintenant, c'est à vous de voir. Vous allez marcher avec ces conseils ou vous allez peut-être marcher contraire à ces conseils. Mais comment on vote ces conseils? Et ces conseils-là sont des gens bien connus qu'on met là-bas, ils sont votés, comment ils sont arrivés à être là? Oui, voici ce que disent les statuts. Le conseil des sages est composé de 9 membres et il est dirigé par un coordonnateur. Le coordonnateur est élu par les membres du conseil des sages. J'ai commencé un peu par le tête pour descendre. Les membres du conseil des sages sont votés au cours de l'Assemblée générale. Normalement, ces votes doivent avoir lieu au même temps que l'on fait les votes du comité exécutif. Mais il se pose un petit problème. Jusqu'à présent, les statuts donnent au conseil des sages un mandat de 3 ans et ils donnent au conseil exécutif un mandat de 2 ans. Alors vous voyez, il y a un télescopage qui fait que, par exemple, pour chaque mandat exécutif, il y a une année supplémentaire pour le conseil des sages. Et la fin du mandat du conseil des sages va tomber au cours d'une année qui n'est pas une année électorale. Vous comprenez? Et c'est le second mandat qui va tomber maintenant au cours d'une année électorale. Alors quand ça passe au cours d'une année qui n'est pas électorale, j'ai dit par rapport au comité exécutif, maintenant le conseil des sages doit organiser les élections pour renouveler le conseil des sages, même si ce n'est pas une année électorale. Concrètement, je dis ceci. On vient de nous voter, c'est pour 2 ans. Si nous votons maintenant le conseil des sages, ce sera pour 3 ans. Donc dans 2 ans, nous allons faire les élections pour voter un nouveau comité exécutif. Mais on ne va pas voter le conseil des sages. Nous allons voter le conseil des sages l'année suivante, après cette année. Alors souvent, comme ce ne sera pas l'année électorale, les gens souvent ne prêtent pas attention à ces élections-là. Mais ça sera maintenant, n'est-ce pas, la responsabilité du comité exécutif et du conseil des sages de pouvoir vulgariser l'information sur les élections du conseil des sages. Maintenant, qui sont éligibles pour être membre du conseil des sages? Quels sont les critères? La première chose, c'est que tout président, tout ancien président et tout ancien vice-président est d'office qualifié pour être membre du conseil des sages, sauf ceux qui ont démissionné.
ou sauf ceux qui ont été démis pour des problèmes disciplinaires. Ou sauf aussi ceux qui ont exprimé la volonté de ne pas faire partie de ce corps. Parce que vous êtes libre, vous pouvez être qualifié, mais c'est à vous de choisir d'être membre ou non. Maintenant, le reste, ils sont votés par l'Assemblée générale. Les gens doivent pouvoir se poser. Vous devez être, je pense, je vais vous épargner du temps, tous les critères sont là. Mais vous devez avoir, je pense, un minimum d'un certain nombre d'années dans notre État. Vous ne devez pas avoir une histoire nébuleuse. Vous devez avoir quand même une certaine crédibilité, etc. Et puis, vous posez votre candidature. Le vote se fait souvent à main levée. Les gens lèvent la main et puis c'est par un suffrage universel. Les gens s'expriment et puis on vote yes ou non. Moi, ma question est ceci, c'est que le conseil, vous les avez donné une position juste de consultation. Mais l'apparence qu'ils donnent, c'est qu'ils ont beaucoup de pouvoir. Et même en parlant du gouvernement passé, il s'est passé qu'ils se sont opposés à beaucoup de décisions que l'ancien président a eu à mettre. Et quelqu'un qui n'a pas aussi de pouvoir, comment peut-on s'opposer à quelques décisions? Oui, je pense qu'il est aussi important que les gens, chacun de nous, sache un peu quelles sont les responsabilités qui lui incombent pour ne pas être un obstacle au bon fonctionnement des communautés. L'erreur est souvent commise par les gens qui s'arrogent un pouvoir, par exemple, qu'ils n'ont pas, n'est-ce pas? Les statuts ne donnent pas au Conseil des sages un peu trop de pouvoir. Peut-être qu'on a vu, on a assisté à des sagas qui ont peut-être donné l'impression de jugement pour le comité exécutif et tout ça. Mais bon, c'est peut-être pas un excès de zèle ou par, je dirais, ignorance de certaines personnes qui pensaient que c'était la procédure, etc. Mais le Conseil des sages, son premier rôle défini par les statuts, c'est un organe de support et de conseil pour le comité exécutif. Il n'est pas le tribunal pour le comité exécutif, mais il est là pour supporter et pour conseiller. Il ne prend pas de décision pour la marche de la communauté, mais il conseille l'organe de décision qui est le comité exécutif pour prendre de bonnes décisions pour la bonne marche de la communauté. Voilà. Yeah, so, je vous ai aussi entendu dire que vous voulez décentraliser cette communauté. L'administration, oui. L'administration, le fonctionnement. Et vous ne croyez pas que c'est aussi le moment de changer ce statut-là de ces conseils de sages, que ça devienne quelque chose qui représente l'intérêt de tous les Congolais? Parce que les gens, je ne dis pas que ces comités de sages ne font pas ce qu'ils sont supposés de faire. Mais c'est aussi l'opinion publique, c'est aussi la confiance de ceux qui sont dirigés par vous. Quand ils se sentent représentés, alors ils se disent que ces gens-là ont mon intérêt. Je ne peux pas dire la même chose pour ce conseil de sages, que souvent nous ne connaissons pas qui ils sont. Voilà. Les jeunes, les gens demandent qu'ils soient représentés par des gens proches d'eux, proches de leur communauté, qui connaissent aussi leurs problèmes. Et qu'est-ce que vous dites de cela? Oui, vous savez, il est toujours important de connaître l'historique de quelque chose avant de pouvoir et de commencer à la critiquer, etc. La plupart des gens qui arrivent aujourd'hui, et je sais que la plupart des gens qui réclament et qui vous passent, n'est-ce pas, ces différentes réclamations, etc., murmures, ce sont des gens qui sont récemment arrivés. Et la difficulté, c'est que c'est un peu cette tendance-là que les gens ont. Vous arrivez quelque part, au lieu de vous allier, au lieu de vous soumettre, de comprendre d'abord comment les choses marchent et comment vous voulez maintenant imposer une certaine direction alors que vous venez juste d'arriver. Cette communauté a commencé il y a très longtemps, bien avant même notre arrivée ici aux États-Unis. Les gens qui ont commencé cette communauté, lorsqu'ils l'ont commencé, il y avait moins de 10 familles à l'État de Washington. Il y avait moins de 10 familles dans la région. Donc, ce sont des gens qui se sont réunis. Ces gens que vous appelez vieux aujourd'hui, c'était des jeunes gens. Certains étaient des étudiants. Ils ont trouvé que, bon, voilà, ils n'étaient pas très nombreux, mais il était important qu'ils puissent faire quelque chose qui puisse, n'est-ce pas, les rassembler, les mettre ensemble. C'est comme ça qu'ils ont créé cette communauté. Au départ, ça avait tout à fait un simple caractère de mutuelle. Pour eux, ça devait être une mutuelle d'entraide.
et des supports. Alors, ils n'étaient pas nombreux. Et les réunions se passaient d'ailleurs dans des maisons des gens. Aujourd'hui, on s'est réunis chez Léo, demain chez Docteur Victorien, et le lendemain, il n'y avait pas de problème. Vous comprenez? Ils n'étaient pas nombreux. Alors, les 5 dernières années ont connu le plus gros boom ou l'expansion démographique de la communauté congolaise dans l'État de Washington, surtout avec l'arrivée massive des réfugiés. Et avec le nombre accru de gagnants DV, etc., de réunification familiale. Donc, c'est bien que l'avancée du nombre des gens a dévancé les structures ou le progrès, l'adaptation même de l'administration de la communauté. Nous comprenons et nous pensons qu'il est nécessaire que les statuts de la communauté soient révisés. Les gens le disent, ça c'est bien. Mais avant de les réviser, moi je conseille aux gens, lisez-les. Parce que vous n'avez pas révisé quelque chose que vous ne comprenez même pas, que vous ne maîtrisez même pas. Lisez d'abord les statuts actuels. Comme ça, alors à partir de ce moment, quand vous en avez la maîtrise, nous pouvons nous asseoir, convoquer une assemblée générale et convoquer, n'est-ce pas, un congrès pour les amendements, etc. Ce n'est pas en un jour, ça prend beaucoup de temps. Je prends les derniers amendements que nous avons faits en 2013, nous ont pris 5 à 6 mois pour pouvoir terminer. Donc c'est vraiment un travail et c'est l'une des préoccupations, c'est peut-être sur notre table aussi. Il faudra certainement amender les statuts pour permettre à ce que les statuts s'adaptent à l'évolution démographique qu'a connue la communauté congolaise dans l'État de Washington. Les gens, vous avez écouté, si vous voulez changer ces communautés ou ces conseils des sages, c'est votre travail. Venez participer, lisez le statut, venez participer à une assemblée pour amender le statut. C'est simple, le pouvoir vous revient. Si vous n'agissez pas, la même chose va continuer. Si vous voulez le changer, venez nombreux, lisez le statut, demandez un amendement, ça se fait par assemblée, c'est vous qui votez. Voilà. Nous allons continuer cette interview. Je vais un peu revenir à la saga élection. Il y a eu vraiment beaucoup de langages à gauche, à droite, et souvent, vous avez même été diabolisé à cause de la façon où les élections se sont passées. Il y a eu des candidats qui ont été écartés la dernière minute parce qu'ils n'étaient pas mariés. Il y a d'autres candidats qui se sont juste écartés parce qu'ils se sont dit que de toute façon, on va juste vous favoriser. Il y a d'autres qui crient déjà à la fraude. Et tout cela, beaucoup de gens pointent le doigt à l'organisation de ceux qui ont organisé les élections parce qu'ils n'ont pas été ouverts, ils n'ont pas annoncé cela de l'avance et ils ont même été, ils ont manqué de respect aux candidats parce que quand vous écartez un candidat, c'est à vous de dire au candidat que nous vous écartons pour ces raisons, pour ces raisons. Et ça donne la colère que le candidat apprend que j'ai été écarté par Facebook. Et voilà. Et maintenant que vous êtes président, que votre travail c'est de rassembler. Et ceux qui ont été écartés, ceux qui sont écartés, ceux qui ont perdu, pour que nous puissions plus avoir la même chose se répéter. Quelles sont les décisions que vous allez faire pour que la prochaine élection se passe ouvertement, démocratiquement, sans le même théâtre que nous avons eu, qui n'a pas vraiment donné une bonne image de cette communauté? Pour être vraiment très honnête, je dois vous avouer que ces élections sont les meilleures que cette communauté n'a jamais réussi à organiser. Ok? Si les gens sont vraiment honnêtes, ils ont vu les déroulements même de ces élections. Il n'y a jamais eu d'élection aussi clairement et démocratiquement organisée avec une grande participation de plus d'une centaine de personnes venant voter. Tout travail humain a aussi toujours des imperfections. Je sais que ce n'est pas un travail parfait, mais nous devons d'abord reconnaître que c'est un travail très bien fait et très bien organisé. D'un autre côté, je pense que ceux qui prétendent, à tout moment, si nous prétendons devenir des leaders de la communauté, nous devons prêcher par le bon exemple, par le modèle. Aucune communauté ne peut être organisée si
elle n'est pas définie par des textes, n'est-ce pas, qui donnent certaines conditions, certains critères, etc., etc. Ça signifie que si nous voulons aujourd'hui être dirigeants d'une communauté, le premier devoir, c'est de pouvoir prendre connaissance des textes de cette communauté et non d'aller créer de nouveaux textes. Vous voulez vous intégrer à une communauté qui existe déjà. Donc, vous n'allez pas... Par exemple, vous venez aujourd'hui, moi je vous ai reçu dans le bureau de la communauté. Alors, si moi je n'étais pas là, aujourd'hui c'est peut-être un jour, dimanche, fermé, les bâtiments sont fermés, vous n'avez pas accès. Mais pour que vous ayez accès, vous devez soit avoir la clé qui vous permet d'entrer le bâtiment, etc. Si vous forcez les bâtiments, c'est que vous devenez fraudeur. Mais papa, vous êtes intellectuel. Vous arrivez, on vous dit déjà, pour remplir telle fonction, vous devez avoir tel critère. Si vraiment vous êtes honnête en vous-même, mais vous ne pouvez même pas déposer votre candidature parce que vous savez déjà que les critères vous écartent déjà. C'est ça l'honnêteté. Si vous voulez les changements, il faut d'abord entamer ou engager, enclencher les mécanismes qui vont permettre le changement des critères pour qu'un jour vous soyez inclus. Et ça ne peut pas se faire simplement parce que vous voulez être candidat. Là, ça sera ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la constitution taillée sur mesure. Ces critères ont été établis pour des raisons bien connues. Ou alors, si vous ne connaissez pas des raisons, pour entrer en contact avec ceux qui ont établi ces critères pour qu'ils vous expliquent les circonstances et les raisons. Et moi, je sais que ceux qui ont pris cette décision l'ont prise pour protéger la communauté. Parce qu'il y avait des choses qui étaient arrivées en ce moment. Mais est-ce que ces choses sont toujours présentes? Je ne le sais pas. Mais oui, allez-y. Donc, nous, d'abord, moi, je vais souligner qu'il n'y a pas dans le website clairement qui doit être candidat, quels sont les critères. Ça veut dire que vous devez appeler quelqu'un pour savoir ces critères. Pourquoi ce n'est pas ouvert à tout le monde? Yes, ici. Les gens qui connaissent comment la communauté est organisée, ils savent que la communauté a 3 organes. L'organe principal, qui est l'Assemblée générale, elle est composée de membres actifs et de membres passifs. Et vous avez l'organe de support, qui est le Conseil des sages, et l'organe de gestion ou de direction, qui est les comités exécutifs, n'est-ce pas? Si vous voulez entrer quelque part, vous devez vous informer. Comment est-ce que votre communauté est organisée? Quels sont les critères pour que moi je devienne tel ou tel? On va vous informer, Lorsque ces gens sont allés, quelqu'un est allé poser sa candidature, ici là où il a déposé la candidature. Mais quand il a déposé la candidature, est-ce qu'on lui a donné les critères ou il a eu le temps de demander des critères? Bon, vous savez, ça ne sert pas qu'on puisse peut-être nous attarder trop là-dessus. Moi, je comprends et je partage le mécontentement de ceux qui ont été écartés. C'est pas moi qui les ai écartés, moi aussi je pouvais être écarté. D'ailleurs, il y a eu, vous avez dit comment diaboliser, tout ça, bon, ça ne m'étonne pas, c'est la culture congolaise. Mais pendant ces élections, Papa Léo, vous étiez là. Je ne sais pas si vous vous rappelez avoir vu un seul spot publicitaire où moi j'ai mis mon spot, où j'ai fait moi je n'ai pas fait de publicité. D'ailleurs, aux dernières minutes, les dernières semaines, je n'étais même pas ici dans l'État de Washington, j'étais en déplacement. Pourquoi je n'ai pas fait de publicité? Les gens ont commencé à m'appeler. Vous avez retiré votre candidature ou quoi? J'ai dit, je n'ai pas arrêté. Mais pourquoi vous ne faites pas de publicité? J'ai dit, vous savez, il y a certaines valeurs qui, pour s'affirmer ou pour se confirmer, n'ont pas besoin de publicité. Les gens me connaissent, pour ceux qui me connaissent. Ceux qui ne me connaissent pas auront le temps de me connaître. S'ils peuvent me faire confiance, oui. Quand on dit que les élections ont été truquées, bon, je voudrais plutôt dire, ceux qui disent ça, ils ont une mémoire truquée. Pourquoi? Parce que ce sont les gens qui sont venus voter. Les gens ont voté librement. Ils ont pris le bulletin et c'était tellement organisé. Si vous avez même des éléments en image qui montrent ça, c'était tellement bien organisé. Et moi, j'ai aimé une chose. Ils ont permis à ce que nous, les candidats, nous puissions, avant même la procédure des élections, prouver à la masse que nous n'étions pas des ennemis. Et même jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes pas des ennemis. Je travaille bien, je collabore bien avec tous ceux qui ont été, avec mon frère Michel, avec Junior Bay, avec même ceux qui ont été éliminés auparavant, pour leur demander. Ils sont des membres de la communauté, j'aurai besoin d'eux pour travailler. Voilà, le docteur Victorien qui joue la carte de rassembleur,
Ça vous avantage bien, voilà. Maintenant, vous devez aussi promettre aux gens que parce que en Amérique et partout, dans tous les pays, tout le monde connaît les conditions pour être candidat. Donc, vous pouvez nous assurer que ça ne sera plus caché. Vous le mettrez dès là-bas dans le statut, que tout le monde puisse le voir. Comme ça, on n'a plus de, oh, il faut appeler quelqu'un, ou il faut. C'est ouvert, que tout le monde puisse savoir quels sont les critères pour devenir président. Oui, plus d'une personne ont une copie du statut. Que je me rappelle, juste à la semaine qui a suivi n'est-ce pas, mon élection, j'ai pu envoyer quelques copies déjà et j'ai demandé à ce qu'il y ait une copie qui soit disponible sur notre site, de sorte que les gens peuvent aller se ressourcer, le lire et nous proposer des amendements. Les gens sont déjà en train de le proposer. Actuellement, les critères pour être président de la communauté congolaise, je pense le critère présent, jusqu'à ce qu'on apporte un amendement, c'est qu'il faut avoir vécu dans l'État de Washington pendant au moins 5 ans, il faut être marié, il faut ne pas avoir une histoire criminelle et avoir un minimum, un niveau d'études minimum, je pense équivalent à un gradué minimum. Il faut être fluent, c'est-à-dire parler couramment la langue française. Bon, je sais qu'il y a des gens qui ont réclamé pourquoi la langue française. Parce que la langue française, c'est la langue d'administration. Même au pays, c'est la langue française qui est notre. Nous avons une seule langue officielle, je dis bien, qui est la langue française. Si tu vas même en consultation chez les docteurs, les dossiers sont en français. Si tu vas chez les juges, les dossiers sont en français. Lorsque le président de la République signe une ordonnance, il les signe en français parce que c'est notre seule langue officielle. Mais à part là, nous avons des langues nationales qui nous permettent seulement la communication. Ce sont des langues de communication et ne sont pas des langues d'administration. Si vous n'avez pas la maîtrise de la langue d'administration, vous ne pouvez pas prétendre à l'administration. Et vous devez d'abord, principalement, connaître la langue d'administration, qui est la langue française, mais ensuite au moins connaître au minimum une de nos langues de communication, soit le lingala, soit le Chiluba, soit le Swahili, soit le Kikongo. Mais aussi, vous devez être confortable et parler couramment la langue d'administration locale dans le pays où nous sommes, qui est l'anglais. Ce sont les quelques critères et qui sont là. Vous devez avoir un emploi aussi. Et voilà. Voilà. Maintenant, nous connaissons les critères. Il n'y a plus de on ne sait pas. Vous connaissez. Et puis, il faut être un membre actif de la communauté, non membre passif. Parce que, vous lisez dans le statut, les statuts définissent qui est membre actif, qui est membre passif. Je pense que pour parler des élections, aussi les élections prochaines, nous allons bientôt, à partir du mois prochain, commencer à lancer le membership card. Et quand les bureaux seront organisés, il y aura, chacun de nous aura une carte de membre avec son numéro à lui. De sorte qu'au cours des élections prochaines, même si vous n'êtes pas là présent, vous pouvez appeler. Et si vous êtes membre actif, vous avez votre droit de vote et vous pouvez voter même à distance en utilisant votre carte électorale. Okay. Voilà. Nous sommes presque à la fin de cette émission. On me signale déjà que nous sommes en train de dépasser le temps, mais j'ai un peu une petite question. Oui. Nous sommes dans un pays de droit, un pays américain où le droit de tout le monde est respecté. Mm-hmm. Quand dans les statuts on oblige quelqu'un à être marié pour être président, c'est pas un peu de la discrimination maritale là-bas? Très bien. Moi, je ne parle pas de vous savez, il ne faut pas confondre. Ce n'est pas de la discrimination maritale, mais c'est de la sélection, n'est-ce pas? C'est un peu la discrimination de la sélection, voilà. Ok. C'est-à-dire, ce n'est pas, le mot discrimination a une connotation déjà péjorative. Vous comprenez? Si les deux font le même travail, il y a to sort out, la discrimination sélectionne dans le mauvais sens. Mais pourtant, la sélection dans le bon sens. La sélection sélectionne pour identifier des bons éléments qui peuvent accomplir une certaine mission ou faire un certain travail. Mais la discrimination sélecte pour écarter certaines personnes qui, normalement, ont droit, mais pour les priver de leurs droits. Mais quelqu'un qui n'est pas marié peut aussi bien diriger une communauté que quelqu'un qui est marié. Donc, oui, bien joue sûr. Avec le mot là-bas. C'est-à-dire, nous n'en disconvient pas. Mais les législateurs pour la communauté ont trouvé que sur base des expériences passées, n'est-ce pas, il y a eu beaucoup d'instabilité et il y a eu beaucoup de dégâts qui ont été créés. Je m'excuse encore, je compatis avec toutes ces familles qui ont été lésées
par les passés de certaines des personnes qui ont prétendu à diriger la communauté parce que leur comportement n'a pas été de nature à respecter les familles. Parce que vous savez, quand nous parlons de communauté, la communauté est assise sur des briques qui s'appellent famille. Il faut que ces briques soient stables, il faut que ces familles soient stables pour que la communauté soit stable. Alors, lorsque maintenant la déstabilisation des familles va avoir comme auteur certaines des personnes qui veulent prétendre à la direction de la communauté même, alors là, ça devient maintenant un problème. Alors, c'est comme ça qu'on avait trouvé. Parmi les critères, on devait avoir des gens, ce n'était même pas seulement mariés, ils avaient dit, auparavant, ils avaient dit quelqu'un qui est marié et avec une famille, un mariage stable pendant au moins plusieurs années. Je me rappelle, lorsque on était en train de proposer, les gens étaient en train de proposer ces articles, il y a eu beaucoup de verbages qui ont été simplifiés juste au mariage. Mais il y a des éléments, il faut rentrer dans le contexte et vous allez comprendre pourquoi est-ce que ces paragraphes étaient inscrits parmi les critères. Donc, ce qui veut dire que quand vous posez votre candidature, vous êtes venu avec votre statut de mariage aussi. Oui, vous posez quand vous devez être marié déjà. Mais ce n'est pas marié de la bouche ou marié, il faut présenter un certificat de mariage. Parce qu'il n'y a pas de preuve. Je peux dire que je suis marié avec quelqu'un qui est juste ma copine. Je ne voudrais pas vraiment entrer dans ce détail parce que je n'ai pas fait partie de la commission électorale. J'ai aussi été censuré comme les autres. Je pense que s'il y avait quelqu'un de la commission électorale, c'est eux qui pouvaient peut-être répondre à cette question, nous dire quels sont les efforts qu'ils sont en train de faire pour vérifier les mariages. Mais je sais qu'il y a certains pour lesquels la vérification des mariages ne pose pas un problème parce qu'on connaît, on sait qu'il est marié avec telle personne, ils ont des enfants, ils ont leur famille. Bon, pour d'autres, pourtant, si ça pose problème, alors certainement, j'ai fait foi à la commission électorale qui doit avoir utilisé des mécanismes de vérification appropriés. Ok, merci docteur. Merci beaucoup. C'était une réponse vraiment bien calculée, voilà. Ça montre pourquoi vous êtes président, voilà. Avant de finir, avant de passer à la dernière question, je veux passer à la question des femmes. Oui. Vous parlez de la famille est composée de femmes. Les mères, pour nous qui sommes d'origine congolaise, sont même le pilier de nos familles. Et dans vos nouveaux gouvernements, quelles sont les résolutions et les décisions faites pour mettre la femme en avant? Très bonne question. Merci beaucoup, papa. C'est comme si vous étiez en train, dans ma petite caboche, dans mon petit cerveau ici. Parce que dans ma vision, il faut revaloriser et donner à la femme congolaise sa place. Voilà pourquoi d'ailleurs ma première réunion, je l'ai tenue avec les femmes. Et au courant de la semaine, je suis en train de m'organiser pour avoir une autre réunion avec les leaders des femmes qu'on avait pointés. Et voilà. Donc, dans ma vision, les femmes doivent avoir une organisation solide. Et nous devons être en mesure de leur fournir les moyens nécessaires pour que les femmes s'organisent, pour que les femmes soient en mesure d'utiliser leurs talents et leurs aptitudes pour pouvoir... n'est-ce pas, créer des structures qui les aident à stabiliser leur statut socio-économique, leur famille et se faire respecter, etc. Nous voulons que la femme congolaise se sente supportée et appuyée au cours de notre mandat et désormais avec les structures que nous mettrons en place et que nous espérons pourront, n'est-ce pas, résister à des années à venir. Ok. Alors, c'était là, docteur Victorien. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Avant la question pili-pili, je veux demander la question des églises. Nous savons que la communauté congolaise ici, nous avons beaucoup d'églises et il y a beaucoup de membres, beaucoup de Congolais qui sont dans les églises. Si vous voulez recenser, si vous voulez être en contact avec les Congolais, les églises sont l'un de voir quels sont vos objectifs maintenant que vous êtes président à propos des églises ici en Washington. Oui, je sais qu'il y a beaucoup d'églises dans l'État de Washington. Ça montre le souci du peuple congolais de rechercher les Nzambi, les dieux. Et c'est un souci depuis déjà précolonial, qui a existé avant même que la colonisation nous amène le christianisme. Le Congolais, c'est quelqu'un qui de nature reste en contact avec le Dieu. Donc, mais cependant, il faut organiser l'activité. Et nous reconnaissons l'importance et l'apport des églises comme l'une des structures au sein de la communauté. Et voilà pourquoi dans notre politique, nous allons travailler en incluant, en incorporant et en impliquant
les églises, pour que tous, comme une personne, nous nous tenions main dans la main. Mais il faut aussi dire qu'il y a le nombre de Congolais qui ne vont pas aux églises est plus nombreux que celui de Congolais qui vont dans les églises. Et vous allez peut-être vous étonner, mais nous le savons parce que nous sommes en contact avec eux. Le travail que nous allons faire, c'est de rassembler les uns et les autres. La communauté a d'abord un caractère apolitique et un caractère qui est, n'est-ce pas, non lié à une église quelconque, etc. Donc, ça nous permet déjà de mettre confortables ceux qui vont dans les églises et ceux qui ne vont pas dans les églises. La communauté n'est pas une religion. La communauté, c'est une structure qui nous met tous ensemble. Que vous soyez musulman, que vous soyez protestant, catholique, vous avez votre place au sein de la communauté. Nous pouvons nous organiser. D'ailleurs, bon, ok, voilà. Je pense que catholique, protestant, etc., nous avons tous un seul Dieu. Ça dépend de comment vous les nommez et de votre façon de vous connecter avec ces dieux. Mais si au reste, c'est un seul Dieu, nous pouvons nous mettre ensemble et parler, et nous pouvons passer des moments ensemble et nous entendre, et voilà, et mener des actions ensemble. Donc les églises ont une place, mais aussi les autres organisations qui ne sont pas des églises ont aussi une place. Et ceux qui ne vont ni dans l'un ni dans l'autre ont aussi une place. Chacun a sa place. Nous voulons que cette communauté accorde sa place à tout le monde. À moins que quelqu'un, n'est-ce pas, désiste parce que vous êtes libre de dire que moi je ne veux pas participer aux activités de la communauté. Sachez-le, vous n'êtes pas actif. Les jours où un problème va vous arriver, ne venez pas aussi déranger la communauté. Mais nous sommes là et nous allons vous approcher par tous les moyens pour vous donner la chance de participer, de voir que cette communauté vous appartient. C'est votre communauté. Moi, je veux passer. Moi, dans une année et demie, 2 ans, je serai parti. Et ça ne sera pas moi. Mais je veux qu'après moi, ça ne soit pas les déluges. Mais je veux qu'après moi, ça soit la fête qui continue. Ça soit la joie. Ça soit le respect des Congolais à Washington. Voilà. Maintenant, Dr Victorien, à question pile-pile. Il y a, à chaque fois que votre nom est invoqué et mentionné, on parle des pipilons, on parle de l'argent volé. Moi, je dis, ben, j'ai promis aux gens qui me suivent, quand je ferai une émission avec vous, je demanderai des éclaircissements sur cela. Qu'est-ce qui se passe avec ces pipilons? On dit que vous avez volé l'argent de la communauté. Quelle est votre réponse sur cela? Bon, je pense que peut-être les gens doivent avoir un peu de respect. Moi, je regarde parce que c'est d'abord un manque de respect envers celle qui était présidente. Parce que c'est le président qui a le dernier mot. On ne peut pas faire une chose. Dès que je suis là, on ne peut pas prendre une décision qui engage la communauté si moi, je ne m'engage pas d'abord. Ça signifie que si vous voyez Dr Victorien, c'est une façon de dire, vous ne voulez pas seulement pointer celle qui était présidente. Mais il n'y a pas de problème. C'est ma présidente, je suis là et je sais qu'elle a fait beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses pour la communauté. Et c'est notre devoir de pouvoir défendre ces éléments. Si quelqu'un dit que voilà, nous avons volé l'argent, on a volé l'argent de qui? Il a mis combien pour qu'on aille voler cela? Parce que vous savez, le comble, c'est que les Congolais, ils blaguent souvent avec des termes qui sont parfois dangereux parce qu'ils ne se rendent pas compte que ça peut facilement se retourner contre lui. Mais ils disent que vous êtes allé prendre l'argent sur le nom de la communauté, etc., etc. Oui, si quelqu'un doit prendre l'argent pour ce nom de la communauté, ça dit que celui-là doit avoir le mandat de la communauté pour agir. Voici ce que les statuts de la communauté disent. Parce que Léo, toi là, tu ne peux pas te lever à aller prendre un engagement financier pour la communauté parce que tu n'as pas ce mandat. Moi, j'ai ce mandat. Je peux aller le faire, mais je le fais pour la communauté et il doit bénéficier à la communauté. N'est-ce pas? Voilà. Les statuts disent ceci. Aucune dette ne peut être prise au nom de la communauté, sauf si tous les membres du comité exécutif se sont mis d'accord. Vous comprenez? Lisez les statuts. Pourquoi d'abord, PPP loan, quand vous dites d'abord loan, loan ça signifie quoi? Ça signifie au défi, tout le monde. Loan signifie vous allez emprunter l'argent, il faut aux ça. Vous pouvez faire les loans soit credit card, ou vous pouvez faire les loans personnels. Je peux être en difficulté, je viens chez vous, on a des films personnels. Bon, si on parle de PPP loan, parce que peut-être c'est quelque chose qui était connu de tous, mais à un moment, la communauté, pendant les 2 années difficiles, pendant lesquelles Maman Adèle nous a dirigés, il n'y avait pas de cotisation. Et les gens se sont demandé cette communauté vivait comment.
pour que la communauté obtienne même des documents. Les gens se sont demandé si la communauté vivait comment. Mais vous ne savez pas, nous sommes allés prendre des dettes même chez des personnes. Il y a des personnes qui ont montré leur bonne volonté pour pouvoir soutenir la communauté financièrement. Et nous avons dû rembourser de ces dettes. Mais là, ça ne posait pas de problème parce qu'on n'a plus de dettes chez les personnes. Et on a dû rembourser ces dettes 100%. Les PPP loans, l'histoire des PPP loans. Quand vous dites voler, bon, il faut avoir quand même le respect des gens. Voler combien? Il y en a qui ont dit que c'était 2 millions, 12 millions. Mais moi, je vous pose la question avant de répondre. C'est combien là qu'on dit qu'on a pris les PPP loans qu'on a volés? 20 millions? Ils disent près 30 millions. 30 millions. Des choses comme Ok, ça. donc voilà. D'accord, il n'y a pas de problème. PPP loan, d'abord, ça signifie quoi? Bandeko, je pense que c'est important. Tout ça, dans mon respect, il y a Bandeko, au PC Bango, la responsabilité. Le rôle de la communauté, communauté, comment ça marche? Et là, la communauté marche avec la cotisation et les membres. Toute communauté. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, dès que le gouvernement est publié, j'attends, parce que nous avions déjà envoyé notre proposition de gouvernement dans le niveau conseil des sages pour analyse. Dès qu'il va répondre de Bissau, nous allons publier le gouvernement et avec les amendements nécessaires s'il le faut. Tout membre qui se réclame d'une communauté a un devoir de participer financièrement pour aider la communauté. C'est dans les statuts. Si vous ne le faites pas, vous perdez votre statut de membre actif, vous devenez membre passif, vous perdez même les droits de vote. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas sous-souter parce que vous participez. Mais nous savons que ces cotisations ne peuvent pas être suffisantes pour permettre la bonne marche de la communauté. Et la communauté aussi vit des dons. Voilà pourquoi, à part les petites cotisations, moi $25, moi $50, il y a des gens de bonne volonté au sein de la communauté qui peuvent dire que non, moi je fais un chèque de $500, etc. Et puis là aussi, de ce côté-là, j'encourage Moutinho Souamoni qui veut faire des dons à la communauté. La communauté a des papiers. 501c3, c'est une structure non-profit reconnue par l'État de Washington, le gouvernement fédéral, l'ARS. On est capable de donner les papiers pour que vous réclamez la taxe. Donc soutenez d'abord votre communauté. Dès que vous soutenez votre communauté, mais à part Wana, pour mener des grandes actions, par exemple, tout ça, un centre communautaire qui peut nous prendre $5 millions, $10 millions, ce ne sont pas les pauvres Congolais d'Aopi Sambon, Wana, non. C'est là maintenant il faut réaliser des projets. Le projet, vous le réalisez, vous allez chez les donateurs de fonds. Vous vous expliquez, vous dites, voilà, nous avons ce projet, nous voulons qu'il soit financé. Maintenant, on vous donne l'argent, vous devez maintenant justifier le travail ou l'intention de ce don en faisant le travail au vous réclamez. Mais parce que nous n'avons pas eu la chance d'avoir de dons ou de grants, il y a eu cette possibilité que le gouvernement avait donnée d'aller prendre un peu une dette remboursable, mais à un intérêt très bas. Mais ce qui nous avait intéressé plus d'abord, c'est le gouvernement qui nous avait écrit. Ce n'est pas nous qui sommes allés vers le gouvernement. Le gouvernement nous a écrit pour nous dire que voilà, vous êtes qualifiés, que vous pouvez venir. Mais nous avons demandé quels sont les critères. Il a dit, voilà, on va vous donner de l'argent, un peu d'argent. Les critères, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui signent, parce qu'ils doivent d'abord mettre les crédits en jeu, parce qu'on sait qu'une communauté est dirigée par des personnes. Ils doivent accepter de mettre les sociales, les revenus. Alors si ces gens acceptent, on va voir s'ils sont qualifiés, on donne l'argent. Mais quand vous donnez l'argent, cet argent aussi, c'est pour soutenir les communautés. Si vous prenez cet argent, vous payez, avec 60% de cet argent, vous payez les gens qui travaillent pour vous. Vous pouvez les payer soit par payroll, par chèque direct, par cash, ou par... Vous payez. Par exemple, vous venez là, vous faites un travail, la communauté vous paye. Mais si après 6 mois, nous pouvons prouver à l'État que nous avons utilisé 60% de cet argent pour payer les gens. Voilà pourquoi on dit PP, Paycheck Protection. Alors, en ce moment, l'État annule cette dette. Mais nous avons dit, c'est notre rôle de pouvoir aider la communauté. Nous avons plein de gens qui peuvent travailler pour la communauté. On les paye un peu quelque chose. Mais maintenant, le problème, c'était qui pouvait signer, qui pouvait accepter de mettre son nom, de mettre son social, de mettre toute sa vie au risque pour la communauté. C'est là que les Romains se sont empoignardés sans se faire du mal. Parce que maintenant, c'est là qu'il fallait prouver qu'on est là pour la communauté, on veut se sacrifier pour la communauté. Mais le problème, c'est quoi? Avant que n'importe qui puisse accepter les sacrifices, c'est le numéro 1 d'abord qui doit accepter les sacrifices. Donc, en ce moment, c'était la présidente. C'est elle qui devait se jeter dans l'eau. Nous nous sommes mis d'accord pour ça pendant nos réunions. Mais maintenant, il restait qui doit signer. Parce que l'État dit ceci. Si une seule personne a beaucoup de crédit et peut être qualifiée, on en passe. Donc, on vous donne. Mais si une seule personne, son crédit, pour une seule personne, le crédit ne suffit pas,
on va exiger une deuxième ou une troisième. Ok, la balle était, n'est-ce pas, entre le pied de la présidente. La présidente a dit, pour certaines raisons, pour un travail qu'elle venait de commencer récemment avec le state et tout ça, bon, là, ce sont ses raisons, je dirais qu'elle a donné. Elle trouvait que ça pouvait être un conflit d'intérêts si elle signe et met son nom. Alors, quand elle a demandé si maintenant nous autres, en bas, nous pouvions signer, c'est-à-dire que quand la présidente désiste, ça reste moi. Et après moi, c'était notre frère Franck. Bon, moi j'ai dit, bon, si nous nous mettons d'accord et nous sommes honnêtes et nous pensons que ça ne sera pas pour mettre quelqu'un et la vie de quelqu'un en difficulté, bon, moi je peux me sacrifier parce que avant ça d'ailleurs on s'est sacrifié. Il y a des chèques que nous écrivions chaque mois pour la communauté. Nous avons des chèques de copie, si vous voulez, on peut vous le montrer. J'ai dit, bon, parce que pour moi je suis fatigué. J'ai toujours demandé à mon épouse qu'on se sacrifie, qu'on fasse un chèque, $1 000, 2 000, quelque chose, parce que la communauté doit vivre. Mais s'il y a cette opportunité ici, pourquoi pas aller prendre et aider la communauté. Surtout dans notre vision, c'était engager quelques personnes qui pouvaient travailler pour la communauté et les payer. Je ne voyais même pas nous-mêmes. Je voyais des gens qu'on pouvait aider. Pendant ce mois, il y avait beaucoup de gens au chômage. Alors, j'ai dit, bon, ok. Mais j'ai demandé d'abord à mon épouse qui a dit, bon, papa, c'est un sacrifice que vous faites déjà. Il n'y a pas de problème. Mais les gens avec qui vous travaillez doivent être honnêtes. Ils doivent faciliter la tâche parce que ça, c'est un engagement que vous faites, c'est un sacrifice. Il ne faut pas qu'après cela, il y a au coma, alors, j'ai mis mon nom. C'était question que je mette mon nom. Si j'ai qualifié, ok. Si je ne qualifiais pas, on pourrait ajouter le nom de Franck, le nom d'une autre personne. Mon nom est parti. On nous a répondu. Bon, le premier processus, la première application que nous avons soumise, nous avons fait nous-mêmes. Nous n'avions pas réussi parce que nous n'étions pas experts dans cela et on a commis un peu d'erreurs. Et on nous avait refusé. Mais la deuxième application, l'État même nous a référé à des spécialistes, des gens qui sont en train de le faire. Mais évidemment, vous savez que vous allez pour que ces gens le font, ils ont toujours les droits de fees, commission fees, tout ça. Je suis allé là-bas et j'ai expliqué la situation. Nous sommes allés, nous avons remis tous les documents, tous nos documents. Maison, travail, avoir un peu de petites choses qu'on a, bon, on n'a pas grand-chose. Mais l'État a regardé et nous a qualifiés pour $250 000. J'ai dit, je ne peux pas prendre l'engagement de me mettre la corde au cou déjà au départ de $250 000 au nom de la communauté, comme ça au départ, non. Et j'en ai discuté avec les amis, j'ai dit, bon, tenant compte de besoins administratifs, bureau, internet, assurance véhicule, etc., carburant véhicule, papier, engrais, website, sécurité de website, database, et puis c'est qu'on pourra aussi laisser pour payer quelques 3 ou 4 personnes qu'on pourra engager. Bon, moi je ne peux pas dépasser $35 000. C'est le maximum chez nous. Alors nous sommes tombés au nombre de 32 000 $. On a dit bon, on prend 32 000. C'était facile quand on vous a qualifié pour 250. 32, on va vous donner. On nous a donné les 32 et puis évidemment, avant même que les 32 ne viennent, l'État lui-même a enlevé les frais transaction fees de l'État. Et après, c'est ceux qui ont travaillé pour nous qui devaient aussi enlever leurs fees. Ils ont enlevé. Et l'argent est allé directement dans le compte de la communauté. Et c'est ce compte-là, de ce compte-là, que chaque mois, l'on soutire automatiquement les frais de loyer, l'assurance véhicule, tout ça. Ça signifie que même quand nous parlons chaque mois, cet argent est en train d'être consommé pour le loyer de la communauté, pour l'Internet, pour la sécurité du website, pour le website, pour l'assurance véhicule, un peu tout ça. Alors, à la fin, moi j'avais compris parce que les gens peut-être s'attendaient à ce qu'on prenne beaucoup d'argent et qu'on distribue à la communauté. Non, la communauté ne fonctionne pas comme ça. Normalement, pour que la communauté bénéficie, vous faites un projet. Par exemple, ok, nous faisons un projet pour l'encadrement des jeunes, dans le sport par exemple, ok, ou alors des enfants. Maintenant, on nous donne l'argent, et nous prenons cet argent, nous mettons pour acheter les équipements nécessaires et nous payons tous les frais pour que tous ceux qui vont participer, au lieu qu'ils puissent donner l'argent, qu'ils puissent pas donner. Par exemple, moi j'ai des enfants qui jouent au foot, comme beaucoup d'autres familles congolaises aussi. Mais pour ce club, nous payons 2 à 3 000 $ chaque 3 mois pour chaque enfant. C'est beaucoup d'argent. Mais si nous pouvons avoir un fonds qui permette à ce que les gens ne puissent pas payer, mais qu'il y ait des enfants qui participent à ça. Un autre exemple. Nous pouvons avoir un fonds qui puisse assister ceux qui ne sont pas en mesure de payer les loyers, pour payer les loyers. Dans ce cas-là, si nous recevons un fonds par exemple pareil,
nous allons passer les communiqués, passer au bureau de la communauté pour bénéficier de ceci, cela. Mais là, dans ce cas-là, c'était de loan que nous avons reçu. C'était pour pouvoir permettre à ce que l'administration des bureaux puisse fonctionner et aussi pouvoir voir qui on peut engager pour faire un travail rapidement. Et après cela, nous avons commencé par ouvrir d'abord une position. Nous avons ouvert une position qui était l'assistant du bureau. Nous avons posté ça sur Indeed. Nous avons envoyé ça aux différents groupes de Congolais. Mais nous avons attendu pendant 3 semaines. Aucun Congolais n'a soumis l'application. Nous avons même appelé des gens pour leur dire, mais il y a une position que nous avons postée là, vous ne le voyez pas. Mais curieusement, c'est un Ivoirien qui a appliqué. Et nous avons fait l'interview avec le membre président de cet Ivoirien, qui honnêtement a répondu aux critères, sauf le fait qu'il n'était pas Congolais. Maintenant, on devait l'engager, oui ou non. Et si nous l'avions engagé, avant qu'on engage un Congolais, qu'est-ce qui allait être dit? Comprenez? Donc, moi, je demande aux gens, vous savez, il faut pas qu'on fasse ce qu'on appelle, qu'on continue avec la diffamation. La diffamation, c'est un crime. C'est un crime, ça peut vous amener en prison. La diffamation, c'est le fait seulement d'aller diffamer, dire que celui-ci a fait ceci, mais pendant qu'il ne l'a pas fait. Alors, tu vois comment tu as un niveau, ça qui, oh non, Ndegoléo a fondi Batou, parce que les gens ont dit ceci. Et surtout quand c'est maintenant le président, oh non, président a fondi Batou, oh maman, président a fondi Batou pour le bureau. Non, tout batte là, la réputation à Batou. Quand vous ne connaissez pas quelque chose, n'inventez pas. Voilà. Appelez et demandez. Évitez la diffamation, ça peut vous créer des troubles. Tout ça, Mboko, ils ont Mikanda, et c'est vraiment difficile. Ce n'est pas avec la diffamation que tu construis une communauté. Construisons notre communauté avec de bonnes valeurs et on va nous respecter mieux. Ok, voilà, maintenant nous sommes à la fin de notre mission. Vous avez l'éclaircissement, c'est le People Loan. C'est l'argent qui est parti pour servir la communauté, comme il y avait déjà d'autres sacrifices pour cette communauté. Voilà. Si vous ne voulez pas que les prisons puissent aller prendre de l'eau, venez participer à la communauté, donnez vos memberships, donnez vos dons. La communauté n'aura pas besoin d'aller après emprunter l'argent. Voilà. Docteur Victorien, merci beaucoup. Merci de nous avoir ouvert la porte de la communauté. Merci pour cette émission. Nous sommes à la fin de cette émission. Et juste une minute de saluer tous ceux qui vous ont suivi aujourd'hui. Et nous allons clôturer cette émission. Et je commence d'abord par remercier tous ceux qui nous ont fait leur confiance pour venir voter pour nous. Je remercie aussi tous les challengers, ceux qui se sont opposés à nous. Ce n'était pas, les gens doivent comprendre, ce n'était pas une opposition, en fait, dans le sens de sentimental. Mais ils se sont mesurés. Ils ont trouvé qu'ils pouvaient être capables aussi de diriger la communauté. Mais seulement à la fin, vous avez dit que non, vous ne méritez pas encore notre confiance. Nous le remercions parce qu'ils nous ont permis aussi de nous mesurer, de voir si réellement vous nous faisiez confiance. Nous les encourageons pour qu'ils continuent à s'intégrer et à s'impliquer dans la gestion de la communauté. Les portes sont ouvertes. Nous voulons remercier aussi ceux qui ont organisé les élections. Je sais que ce n'était pas facile. Vous avez récolté des insultes, des menaces, tout ça. Essayez de comprendre. Et nous allons travailler ensemble avec le nouveau Conseil des sages pour améliorer les choses, pour qu'à la prochaine, ça soit mieux que ça. Nous voulons saluer toutes les familles congolaises dans l'État de Washington. Et nous voulons encourager les gens à contacter la communauté. Votre communauté est là. Allez sur Google, vous allez trouver toutes les informations de la communauté. Si vous allez organiser un événement, priez d'en informer la communauté parce que nous voulons éviter des dualités. Vous mettez les gens en difficulté, par exemple, si un même week-end, il y a 3, 4, 5 mariages. Les gens ne savent plus comment se départager. Et pour votre information, save the date, que personne ne vienne dire que nous ne l'avons pas dit. Le 2 juillet 2022, c'est le symposium Congolese Symposium 2022. Nous serons à Highline Community College. Il y aura un défilé de mode, il y aura des ateliers pour l'exposition des valeurs congolaises, il y aura des discours pour parler du Congo et il y aura peut-être une pièce théâtrale qui sera organisée peut-être avec le groupe de notre sœur Dadine qui aussi joue un rôle important dans les arts dramatiques et dans le théâtre congolais. Nous la saluons sur notre part. Nous voulions aussi envoyer un mot de réconfort à toutes les familles qui ont été éprouvées et que la paix du Seigneur habite dans vos maisons. Nous voulons féliciter tous les enfants qui ont reçu leur diplôme, les graduates from last year, et tous ceux qui vont recevoir leur diplôme cette année, nous encourageons. Et nous félicitons tous les parents qui ont pu embrasser les études dans un ou
un autre domaine, nous vous encourageons et nous vous félicitons. Nous sommes là à tout moment. N'hésitez pas à nous contacter, mais soyez connectés parce que le gouvernement va être publié sitôt que nous avons la réponse du Conseil des sages. C'est vraiment décentralisé. Il y aura des gens partout au nord, au sud que vous pouvez contacter pour tel ou tel. Nous voulons saluer toutes les mamans de la communauté qui nous ont supportés et qui continuent de nous supporter et vous rassurons notre franche collaboration. Je ne peux pas terminer sans, n'est-ce pas, saluer ma très chère épouse qui a été et est toujours un grand support pour moi. Merci beaucoup d'avoir d'abord accepté que je sois ici. C'est vraiment un grand sacrifice. C'est beaucoup de ton temps que tu as pu sacrifier pour la communauté. Que le Seigneur te voie et continue à te bénir. Merci beaucoup et que la paix du Seigneur demeure dans toutes les familles de la communauté congolaise. Nous vous aimons beaucoup. Si vous avez un problème, c'est à vous de nous contacter et de contacter la communauté. Sinon, nous ne le serons pas. Si vous accueillez un nouveau ou une nouvelle personne qui vient dans votre maison, contactez-nous et donnez-nous nos informations pour que nous sachions qu'il y a un nouveau membre, un nouveau Congolais qui vient d'arriver. Merci beaucoup et bye bye. Bon week-end à tous. Okay. Merci beaucoup et s'il vous plaît, subscribe, follow nous. Nous voulons vous amener beaucoup d'activités de notre communauté ici à Washington. Nous voulons vous informer sur tout. Nous voulons vous informer sur des business. Nous voulons vous informer sur d'autres informations, les maisons, tout. Et pour cela, nous avons besoin que vous continuiez à soutenir notre chaîne. So, c'est pas difficile, subscribe, ok? Je remercie aux caméras Grey Makassa. Je remercie mon propre couturier, Salamou Afrowear. On va mettre le numéro si vous êtes intéressé à vous habiller comme moi. Vous pouvez vous les appeler. Merci à ma fiancée et merci à vous tous fidèles à cette émission Reality of the Moment. Merci encore au président de la communauté congolaise. Maintenant, vous connaissez qui est le président. Vous connaissez comment le joindre. Et merci à tout le monde. Merci à vous de nous avoir ici aussi. Et au revoir à tout le monde. Au revoir.